Eh bien, bonjour à tous et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Captain No Code. Je m'appelle Marc Lamouret. Je suis le fondateur de l'Atelier Digital, qui est une coopérative de développeurs spécialisés dans le no-code, et notamment l'outil qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir FileMaker. Et donc, voilà un petit peu. Et pour démarrer cette émission, je vais inviter Dimitri et Apolline, qui sont mes invités aujourd'hui et qui vont déjà se présenter. Et puis, voilà, je vais les ajouter à la scène. Et voilà. Déjà, bonjour à vous deux. Voilà, comme ça, c'est bien mieux. Bonjour, merci de rejoindre l'émission. Je vais laisser honneur aux dames. Je vais laisser Apolline te présenter et puis présenter un petit peu l'entreprise dans laquelle tu travailles. Je te laisse la parole. Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Apolline. Je travaille dans une entreprise dans le bâtiment qui s'appelle la SARL Alain Baillet. C'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est placo, peinture et revêtement de sol souple. Donc, j'ai repris mes études il y a 1 an pour occuper un poste administratif. Et donc, aujourd'hui, je m'occupe de tout ce qui est la gestion globale de l'entreprise. Je travaille en binôme avec ma mère, puisqu'on est dans une entreprise familiale. Et donc, on s'occupe de la gestion administrative en globalité. Et un peu plus, moi, je suis axée sur la partie financière et le développement des outils informatiques. Ah, du coup, effectivement, ça tombe bien. Puisque on a Dimitri aujourd'hui qui est là et qui est la partie émergée de l'iceberg, qui est l'équipe technique qui s'occupe du développement de ta plateforme. Du coup, Dimitri, présente-toi, explique-nous un petit peu ton parcours, comment tu es arrivé dans FileMaker, etc., etc. Alors, pour me présenter rapidement, donc, j'ai démarré FileMaker en 2020 dans le cadre de mon alternance dans mes études d'informatique à l'usine à base, qui est une petite société dirigée par Monsieur Thierry Felt. Donc, j'ai fait 3 ans là-bas, le temps de terminer mon cursus. Et ensuite, j'ai passé un petit peu de temps chez un client en CDD, puis je suis parti au Canada, chez Direct Impact, où j'ai pu développer un petit peu la technique sur FileMaker, acquérir de nouvelles responsabilités aussi. Et dans le cadre de ces nouvelles responsabilités-là, il y a l'entreprise Alain Baillet, sur laquelle, pour lesquelles j'occupe un rôle de développeur. Et aussi en interne, je ne suis pas le seul développeur, donc j'ai aussi un rôle de gestion de projet là-dessus. Bien. Alors, présente-nous un petit peu Direct Impact, parce que tu as dit que tu étais parti au Canada. C'est quoi cette agence qui est spécialisée notamment dans FileMaker? Ouais, alors, Direct Impact, c'est une entreprise de développement informatique. Ouais. Donc, on fait principalement du FileMaker, mais il y a aussi une partie web avec du Laravel. Et voilà, on est situé principalement en Amérique, États-Unis, Canada. Et on a aussi une partie européenne, donc en France. On a aussi une branche italienne maintenant, avec qui on travaille justement sur l'entreprise Alain Baillet, deux collaborateurs italiens. Ok, ça c'est et donc du coup voilà, ce qui est intéressant, c'est que Direct Impact est vraiment spécialisé dans le développement FileMaker. Il me semble qu'ils sont Clarisse Partner Platinum, non, ou quelque chose comme ça, au Canada. On est bien placé un peu partout. On est bien placé dans les Clarisse. Voilà. Et du coup, toi, tu es revenu en France. Quand est-ce que tu es revenu en France? Je suis revenu en février. En février dernier, d'accord. Ouais. Et donc, du coup, ton objectif, ça va être d'occuper un petit peu, de t'occuper des clients français pour Direct Impact. C'est ça. Européen. Un concours de circonstances qui m'a amené là, mais ça
ça collait bien et je me plais pas mal dans ce rôle et ces nouvelles responsabilités. Bon. Ça, c'est plutôt très sympa. Alors, je pense que l'idée, c'est que peut-être vous accueillir. Du coup, Apolline, on va se retrouver à la fin de l'émission pour présenter un petit peu le use case de l'entreprise, découvrir un petit peu comment FileMaker s'est développé à l'intérieur de votre structure. Et puis, je vais garder Dimitri, parce que du coup, on va parler un petit peu de l'actualité de FileMaker et notamment dans cette actualité FileMaker. Alors oui, j'avais fait un petit slide sur la partie peinture, plâtrerie, revêtement de sol et voilà. Pour ceux qui nous rejoignent et pour qui peut-être c'est la première fois qu'ils viennent dans l'émission, je rappelle simplement que FileMaker, c'est Clarisse, c'est une plateforme qui regroupe différents outils. Et pour ceux qui voudraient faire un parallèle, c'est un peu un Airtable sous stéroïde, puisque la fonction première de FileMaker, c'est de gérer des données et de pouvoir développer des applications personnalisées pour les entreprises. Je dirais que FileMaker a eu son heure de gloire dans les années 2000, où beaucoup de PME se sont informatisés grâce à cette plateforme. Et donc aujourd'hui, FileMaker, c'est avant tout 3 produits. Donc on a dit le premier produit, c'est historique, c'est FileMaker, c'est une base de données avec la gestion d'interface, de workflow, de pouvoir le déployer facilement sur un PC, sur un Mac, sur un iPad, même sur un iPhone. Donc ça, c'est quand même très pratique. Ensuite, on a un deuxième produit qui s'appelle Clarisse Connect. Pour la communauté No Code France, c'est un peu un équivalent de Make ou Zapier, c'est-à-dire un outil qui va permettre de connecter des API et automatiser un certain nombre d'éléments dedans. Et puis, le petit dernier, c'est Clarisse Studio, qui a pour objectif finalement de faire le lien entre l'outil interne qui est FileMaker et les clients qui sont externes. L'objectif à terme, c'est de permettre à FileMaker d'avoir un portail client directement, mais aujourd'hui, on va surtout l'utiliser comme un outil de formulaire et un outil de reporting, c'est-à-dire d'afficher des données provenant de FileMaker sur les meilleures ventes, etc. C'est surtout comme ça qu'aujourd'hui, Clarisse Studio est utilisé. Bon. Alors, l'actualité de FileMaker, c'est le rendez-vous FM, la deuxième conférence des développeurs francophones. Du coup, Dimitri, participation. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de ce format, de se rencontrer en live là-dessus? Alors, franchement, moi, je trouve ça génial. C'était pas ma première conférence. J'ai eu la chance de participer à une conférence en 2024 à Montréal. Oui. Et je dirais que c'est l'occasion de faire un grand pas en avant, tant on peut échanger avec différents collaborateurs, donc partager nos idées. Et ça ouvre l'esprit, c'est vraiment génial. Après, et d'après toi, est-ce que c'est une conférence qui est dédiée uniquement aux développeurs ou si je suis un utilisateur FileMaker, j'ai un intérêt à venir sur ce type d'événement? Non, ouais, quand même, il y a à chaque fois, dans les 2 conférences que j'ai pu faire, il y a toujours deux passages simultanés. Un qui va être plutôt avancé et un qui va s'adresser à un niveau plus novice. Donc, il y a des choses à prendre quoi qu'il arrive. Il y a différents niveaux de sessions et de topos qui sont un petit peu plus courts, mais qui peuvent aussi présenter différents aspects. Mais ouais, juste en tant que membre d'une entreprise qui a un système informatique ou qui souhaite avoir un système FileMaker, ça peut être intéressant de formation, en tout cas de
de pouvoir être plus efficient directement, on est d'accord. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Dans les petites choses qui étaient quand même intéressantes, et on a parlé pas mal de l'IA, je vais y revenir tout de suite après. On a parlé aussi de la facturation électronique, et d'ailleurs l'une de tes sessions parlait justement de la construction d'un fichier XML compatible pour la facturation électronique. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce sujet-là? Alors, déjà que la facturation électronique, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas au courant, mais ça arrive assez prochainement. Donc, c'est un sujet... Pour la France, c'est septembre 2026, donc autant dire que c'est dans un an. Ouais. Mais si on travaille avec des Belges, etc., eux, c'est janvier 2026, c'est dans 6 mois. Ouais. Donc, c'est un sujet dont on est obligé de s'en soucier. On ne peut pas passer à côté, c'est une obligation de l'État. Après, et c'est pas une obligation simplement française, parce qu'on sait qu'on est en France, on est spécialiste pour ajouter des normes dans des normes, mais voilà, c'est une obligation européenne. C'est ça. Voilà. L'Italie est déjà, la Suisse un petit peu, mais c'est pas complètement obligatoire. On partage un format avec l'Allemagne. Le Luxembourg, ça arrive prochainement. La Belgique, pareil. Donc, Oui. Ça nous concerne un peu tous, chacun avec ses spécificités, forcément. Mais ouais, il faut trouver un moyen d'intégrer ça dans toutes les entreprises qui génèrent de la facture. Donc, ça concerne plus ou moins tout le monde, en fait. Ah bah oui, et ça tombe bien puisque le cas du jour, c'est justement un outil de facturation où FileMaker est utilisé pour gérer les chantiers, etc. Quelle est je dirais, la conférence qui t'a inspiré, que tu as trouvé, la session que tu as trouvé sympa? Alors, il y en avait eu plusieurs. Principalement, ce qui m'avait parlé, c'était tout ce qui touchait à l'IA. Ouais. Parce que dans les nouveautés de FileMaker, on va avoir, qui arrive très prochainement d'ailleurs, on va avoir des trucs assez monstrueux en termes d'IA. Vraiment plus que ce qui a été ajouté l'année dernière. Oui, donc, qui était un premier jet. Et donc, naturellement, ça va me permettre de pouvoir enchaîner un petit peu. Voilà, donc quelques photos. Hein. FileMaker fêtait ses 40 ans. Plus de 1,5 million d'utilisateurs, 100 000 entreprises, 10 000 développeurs dans le monde. Donc, c'est quand même un élément quand même qui n'est pas négligeable à prendre en compte là-dessus. Et donc, oui, quelques informations sur les nouveautés là-dessus, et notamment, comme tu l'as dit, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les moteurs d'intelligence artificielle, les moteurs LLM, directement dans FileMaker. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'outils qui vous proposent d'utiliser des solutions comme ChatGPT, Gemini, de Google, etc. Mais ce qui se passe, c'est que vos données, elles partent et elles vont alimenter ces moteurs pour mieux vous connaître, etc., etc. Et là, la proposition de FileMaker, qui est quand même très intéressant, c'est de pouvoir, sans être un spécialiste de l'infrastructure de l'intelligence artificielle, de pouvoir installer des modèles spécialisés directement depuis FileMaker et de pouvoir vectoriser, on aura l'occasion d'en reparler sur un topo spécifique sur la vectorisation, mais on va pouvoir vectoriser les informations directement dans FileMaker et les données vont rester sur le serveur du client directement. Et ça, c'est quand même, je pense, hein, qu'est-ce que tu en penses, toi, Dimitri, en tant que développeur? C'est super. Il me semble que cette intégration on-premise, c'est le RAG. On va avoir le fine-tuning aussi. Mais ouais, bon, pour ne pas avoir pu encore mettre mes mains dans le cambouis, je ne sais pas encore ce que ça donne, mais de ce qu'on a pu voir à la conférence, il y a des trucs assez phénoménaux. Le fait de, on va pouvoir personnaliser donc, notre LLM avec les données qu'on souhaite, c'est tout simplement des possibilités quasi infinies en termes d'IA. Là, c'est à la créativité de chacun.
Donc, ouais, Et une fonction, un truc que très peu d'outils no-code développent, c'est le fait de pouvoir interroger directement la base pour dire, par exemple, trouve-moi les 3 plus gros clients en chiffre d'affaires dans la région de Lyon. Et du coup, il va aller rechercher l'information, calculer quelles sont les entreprises qui habitent la région lyonnaise qui développent le plus de chiffre d'affaires et donner un listing directement dans FileMaker. C'est incroyable. Complètement. Si je me souviens bien, il me semble qu'il convertit le langage textuel en une requête SQL. Exactement. Et ensuite, il l'effectue sur la base. Ouais, ça va être, pour certaines choses, un gain de temps énorme. Et côté utilisateur, une facilité importante là-dessus. Ouais. Et puis, bon, voilà, dans les éléments qui sont importants, on a ce qu'on appelle l'optimisation des traductions, un retour un peu de la cohérence, puisque c'est un peu comme un millefeuille, on a les versions qui évoluent, et puis des fois la traduction, le vocabulaire, les éléments techniques sont pas au rendez-vous, là, dans cette version 22, c'est avant tout une consolidation des petits bugs que l'on pouvait rencontrer en tant que développeur, qui ont été simplement corrigés sur, par exemple, l'édition de PDF un peu complexe, etc. Et donc ça, en tant que développeur, nous, on va être assez satisfaits. Et puis toujours, ce travail de la partie data API, l'idée étant de pouvoir plus facilement extraire des données depuis FileMaker pour pouvoir faire des traitements particuliers. Voilà un peu pour la partie actualité. Normalement, la version FileMaker 22, donc aussi bien FileMaker Server, etc., est prévue courant de l'été. Donc, on l'attend avec impatience pour pouvoir commencer à mettre les mains dedans et proposer des solutions opérationnelles à l'ensemble de nos clients. Voilà. Aujourd'hui, merci Dimitri. On va en profiter pour passer à la partie démo là-dessus. Et aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet qui est important, qui est un élément, je dirais, fondamental de FileMaker, c'est ce qu'on appelle la partie gestion des données, c'est-à-dire le graphe de lien pour les intimes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce graphe de lien? L'idée, c'est quoi? C'est que quand on en a à gérer des données, on va stocker ces informations dans ce qu'on appelle des tables. Okay, par exemple, j'ai une table d'étudiants avec un numéro d'étudiant, avec son prénom et son nom. Et puis, de l'autre côté, j'ai une autre table avec toujours ces informations de l'étudiant, mais par exemple, les différents numéros de téléphone qu'il peut avoir. Et l'idée, c'est que plutôt que de stocker ça dans une table avec 15 numéros de téléphone directement, on va créer une table qui va permettre de stocker les informations sur le numéro de téléphone et puis la typologie de numéro de téléphone utilisé par un étudiant. Voilà. Donc ça, c'est pour le principe de base. Et puis, ce graphe de lien à l'intérieur de FileMaker, c'est surtout un outil qui nous permet de pouvoir véritablement créer toutes les interactions. Je rappelle simplement que dans FileMaker, on a des éléments, c'est-à-dire des modèles qui permettent d'afficher l'information, et toutes les informations qu'on veut voir affichées sur un modèle, automatiquement, il faut le gérer. Alors, souvent, quand on récupère une solution FileMaker qui a été développée avec le temps, le graphe de lien, il ressemble un peu à un truc comme ça. C'est-à-dire que toutes les tables sont liées les unes avec les autres. Ça ressemble plutôt à une pelote de laine
et c'est souvent donc du coup difficile de pouvoir faire la maintenance sur une opération comme ça. De l'autre côté, quand on a un petit peu de bouteille, un petit peu de pratique, eh ben vous voyez que la représentation visuelle des tables, je vais les regrouper en fonction de mes modèles. Je vais les organiser en fonction de l'affichage que je veux faire. Okay ? Et donc, dans un cas, bah ça, c'est une mauvaise pratique, ne serait-ce que pour les performances, etc. Et dans l'autre cas, bah, c'est plutôt un élément qui est une bonne pratique, c'est-à-dire qu'on va organiser les choses pour que ça soit facile à utiliser. Et voilà. Bon. Alors, du coup, on va essayer de pouvoir récupérer un peu notre fichier d'exemple. Hop. Ouais. Hop. Alors, tac. Donc, en démonstration, clac. Tac. Alors, arrêtez le partage du Google Doc et on va aller rechercher le partage de... Alors, je vais peut-être faire tout l'écran. Écran numéro 1. Voilà. Clac. Voilà. Et du coup, pour ceux qui ont assisté aux émissions précédentes, on était au départ parti d'un fichier Excel et qu'à l'intérieur de mon fichier Excel, j'avais différents types d'informations sur des syndicats, sur des fédérations sportives avec des noms de contacts, etc., etc. Et on avait fait en sorte de pouvoir construire une interface, de pouvoir ajouter un logo et de pouvoir même imprimer le PDF. Okay ? L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment je vais pouvoir gérer ma base de données. Okay ? Donc, je vais faire fichier, gérer la base de données. Okay ? Et ici, vous voyez que j'ai la possibilité de pouvoir visualiser ce qu'on appelle mon fichier de syndicat. Okay ? À l'intérieur de mon fichier de syndicat, qui était mon fichier Excel d'origine, j'ai le nom de l'entreprise, j'ai une adresse, un code postal, un prénom, un nom, un email, etc. Alors, l'idée est très bien, ça marche du feu de Dieu. Le problème, c'est que dans cette table syndicat, j'ai mélangé plein d'informations très différentes, des adresses, des coordonnées et des contacts. Okay ? Le problème, c'est que là, j'ai qu'un seul contact, parce que dans mon fichier Excel d'origine, j'avais qu'un seul contact. Mais l'idée, c'est quoi ? Je vais aller maintenant créer une nouvelle table qui s'appelle une table contact. D'accord ? Et cette table contact, j'ai une clé primaire, ça c'est son identifiant. Donc, on va prendre des bonnes habitudes, je vais l'appeler ID contact. OK ? J'ai mes informations de modification et de création qui sont créées par défaut. Contact, c'est mieux. Et mon objectif, c'est de pouvoir lier le contact au syndicat auquel il appartient. Donc là, du coup, je vais créer un ID qui s'appelle ID syndicat, tout simplement. Hop. Et cet ID syndicat, ça va être un nom, puisque si vous voyez mon fichier ici, syndicat, l'ID syndicat, c'est un nombre qui est entré automatiquement à chaque fois que je vais pouvoir mettre les informations. Et du coup, dans ma table contact, je vais pouvoir ici mettre le prénom, c'est du texte, le nom, voilà. Je vais pouvoir mettre l'email, c'est encore du texte, et je vais mettre par exemple le téléphone,
et c'est du texte. Ok. Bon. Et donc, l'avantage ici, je vais mettre ça par ordre alphabétique. J'ai le prénom, le nom, l'email de mon contact. Ok. Et puis, de la même manière, je vais créer une table adresse dans laquelle je vais pouvoir gérer les différentes adresses des syndicats, des fédérations sportives. Donc, hop, annuler, voilà, parce que j'ai pas bien, hop, ID, adresse, je fais modifier, et comme tout à l'heure, je vais rajouter un lien pour faire le lien entre ID, syndicat. Ok, et c'est un nombre, voilà. Et donc, le fameux graphe de lien que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est quoi? Ici, donc là, voilà, on a nos statistiques directement. Et à l'intérieur ici de ce fichier syndicat, j'ai une table contact et puis j'ai une table adresse. Personnellement, là, par défaut, vous avez que des tables qui sont grises. Et je vous conseille ici de pouvoir à chaque fois dire, par exemple, les contacts, ça va être en bleu, les adresses, ça va être en jaune. Voilà. Et du coup, vous voyez que je vais pouvoir très facilement définir le lien que je vais faire entre un syndicat avec son contact et un ID syndicat avec ses adresses. OK. Oui, dans la table adresse, je m'aperçois que je n'ai pas rajouté d'autres champs. Donc, par exemple, je vais mettre adresse 1 en texte, adresse 2 en texte, et puis qu'est-ce que j'ai? Adresse nana, code postal, et puis ville. Voilà. D'accord? Et du coup, à l'intérieur maintenant de mes éléments, si je prends l'ID d'un contact et que je vais le mettre, je vais pouvoir ajouter directement les informations. Petite subtilité, ici, on voit qu'on a une égalité, et on a, quand je clique sur le petit élément égal, j'ai la possibilité ici de permettre de créer un enregistrement via ce lien, et de la même manière, si je supprime un syndicat, ça va me supprimer tous les contacts qui sont associés. D'accord? Et pareil pour la partie adresse, vous voyez, je double-clique dedans, et ça me permet de pouvoir créer les informations. Et donc, regardez ce qui va se passer, c'est que maintenant, quand je vais me mettre en mode modèle, hop, ici, vous voyez, je me mets en mode modèle pour construire mon interface, et à l'intérieur, je vais ajouter ce que l'on appelle une table externe, d'accord, hop. Donc, hop, on a une table externe que je vais... Hop, je reprends la main. Voilà, hop. Je vais ajouter la possibilité d'ajouter à la volée un petit tableau avec non pas... Je vais mettre les contacts et puis je vais les trier par ordre alphabétique de nom et de prénom directement. Je vais pouvoir mettre une barre de défilement systématiquement ou pendant mon défilement. Et puis là, par défaut, je dis je veux une rangée. Voilà. Et je vais pouvoir dire je veux le prénom, le nom, l'email et le téléphone. Hop. Et du coup, quand je vais ici, par exemple, hop, prendre le contact que j'avais, Eric. Hop. Oui, bien sûr. Je pensais que j'avais mis un petit tac, remplacer. Voilà. Je pensais que j'avais, lors de la dernière, voilà, donc j'ai bien un ID syndicat avec
l'ensemble de mes numéros que je vais créer. Et du coup, eh ben, j'ai la possibilité de pouvoir créer un contact qui était déjà existant. Donc, là, vous voyez, je fais juste un copier-coller. Tac. Tac. Et son numéro de téléphone. Voilà. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai la possibilité, mais maintenant, je ne suis pas limité à un seul contact. Je peux, par exemple, mettre Chantal Guérin avec son email cl@aubert.fr et avec son numéro de téléphone. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ici j'ai ma table contact, et là, vous voyez que je visualise les deux structures, enfin les deux contacts que j'ai rajoutés à l'intérieur. Voilà. L'idée aujourd'hui, c'était simplement de pouvoir évoquer avec vous le principe du graphe de lien, de pouvoir ici se dire que mes informations, je vais mettre des couleurs, et en fonction des couleurs, je vais pouvoir identifier à quoi servent mes fichiers directement. Et puis on peut imaginer que ensuite, si je suis dans un contexte syndicat, si vous vous souvenez, on avait fait syndicat, on avait dit qu'on créait à chaque fois des contextes. Donc là, par exemple, je vais rajouter un préfixe pour aller plus loin. Hop, et ici, hop, SIN, voilà, pour syndicat. Et puis, mettons que j'ai besoin ensuite de faire tout un process pour gérer des emailing avec des contacts. Et ben, je vais pouvoir ici donc mettre un petit champ de texte ici pour dire SIN, c'est contexte syndicat. Ok. Et je vais pouvoir ici, hop, dupliquer et me mettre un petit peu plus en bas. Pour DER, par exemple, j'ai un contexte qui s'appelle CT, c'est contact, pour expliquer le contact, par exemple, qui va gérer ensuite des emailing. Et donc, vous voyez que j'ai simplement dupliqué mes éléments. Et ici, je vais faire un CT contact que je vais, par exemple, je vais ajouter une table d'emailing, par exemple. Voilà, par exemple, emailing template, okay, qui va me permettre de pouvoir créer des templates et puis un emailing, expédition, où je vais pouvoir savoir à qui j'ai envoyé tel email, par exemple. Okay. Et à l'intérieur de mon email expédition, je vais rajouter un ID contact. Et hop, tac, tac, ID expédition. Voilà. Et puis dans mon template, pareil, je vais avoir un ID template. Et voilà, je vois que le temps passe vite, et vite fait, voyez, hop, dans mon contexte ici de mes expéditions, je vais pouvoir créer un lien avec, sur ma table contact, ici, je vais faire un contact expédition et un contact template d'emailing. Et du coup, vous voyez, hop, je fais le lien. Et dans la partie expédition, j'ai oublié de rajouter expédition 1 ID, template email. Et vous voyez que j'ai plus qu'après à faire le lien entre l'expédition et le template d'email.
Et là, par exemple, je vais choisir aussi toujours un code couleur qui me parle bien, expédition et un truc, voilà. Voilà un peu la mécanique générale du fonctionnement de graphe de lien avec ce qu'on appelle des occurrences de table directement. Et voilà pour notre petite session topo d'aujourd'hui. Et du coup, maintenant, je vais réinviter mes invités. Est-ce que vous avez, vous, des questions pour ceux qui nous suivent actuellement sur la présentation que je viens de faire? Arrêter l'écran et partager un écran de Captain No Code. Super. Voilà. Et du coup, je réinvite Dimitri et Apolline. Et voilà. Rebonjour là-dessus. Alors, l'idée, c'est que représentez-vous peut-être pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Apolline, présente un peu plus du coup qui tu es, quelle est ton entreprise, qu'est-ce qu'elle fait et comment elle utilise FileMaker. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis sur la partie gestion globale de la gestion globale au niveau administratif de l'entreprise. Donc, c'est une entreprise familiale. Je travaille en binôme avec ma mère et je suis un peu plus axée sur le pôle financier et développement des outils informatiques au sein de l'entreprise, d'où la participation à cette émission. C'est une entreprise qui a plus de 10 ans, que mon père a créé seul au départ. Donc vraiment avec des méthodes plus classiques, vraiment format papier sur beaucoup de choses, notamment au niveau des suivis de chantier. Donc comme je disais tout à l'heure, on fait de la plâtrerie, du placo et du revêtement de sol souple. Et en fait, au bout de 4 ans de création d'entreprise, c'est ma mère qui a initié le projet d'intégrer FileMaker à l'entreprise, parce qu'elle l'avait utilisé pendant 10 ans dans son ancienne structure, mais pas du tout sur de la facturation, vraiment plus sur de la gestion de projet. Donc, ce qui prouve que FileMaker est un outil qui s'adapte véritablement à tous les cas de figure d'entreprise, de la gestion de projet à tout ce qui est facturation. Est-ce que tu te souviens pourquoi ta mère avait choisi cet outil FileMaker? Parce que dans le BTP, il existe certainement des logiciels de facturation qui existent en SaaS, comme on dit, des trucs tout packagés. Tout fait déjà. Parce que justement, quand elle était dans son ancienne structure, elle avait vu que c'était facilement modulable. Et donc, quand elle l'a suggéré dans l'entreprise, c'était pour ne pas arriver... Enfin, c'est pas un logiciel fermé, donc c'était pour pas arriver à court, si l'entreprise venait à grandir, de devoir changer de logiciel parce que le premier arrive à court, alors que là, FileMaker, on peut le faire évoluer en même temps qu'évolue l'entreprise. Le gros point, c'est que c'était personnalisable, adaptatif, quoi. D'accord. Il y a combien de personnes qui travaillent aujourd'hui au sein de la structure? Sur FileMaker ou... Non, pas forcément, mais au global, pour montrer un petit peu. On est 17. 17, voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même une grosse PME. Et donc, ça veut dire qu'en termes de chantier, en termes d'organisation, il faut pouvoir centraliser ces informations, gérer tout ça. Aujourd'hui, FileMaker, comment il est utilisé? À quoi il sert? Alors, principalement pour de la facturation. En fait, tout démarre sur FileMaker lorsqu'on crée un devis. Et ensuite, il y a des interactions parce que depuis le devis, on fait partir nos factures, on fait partir nos bons de commande. Et là, on a eu des obligations légales depuis le début d'année. On a dû adapter notamment des mentions légales à faire apparaître sur les devis. À l'époque, c'était d'autres attestations. Et c'est pour ça qu'on est en pleine refonte un petit peu des devis avec Dimitri. Donc, nous, on l'utilise principalement pour ça. À terme, on aimerait le développer sur la partie gestion sous-traitance aussi.
Mais principalement aujourd'hui, voilà, c'est devis, facture, bon de commande et voilà, gestion de chantier. Oui, et pour l'instant, pas encore sur l'organisation du chantier en tant que tel. Pour l'instant, la Non, planification, les choses comme ça, c'est encore ouais, les chefs d'équipe. ouais, c'est ça. Alors, à terme, effectivement, ça nous permet quand même de sortir des statistiques. C'est Ouais. grâce à FileMaker qu'on peut aussi estimer le temps d'un chantier, etc. aujourd'hui. Parce qu'au début, c'est un peu à tâtons. Bon, là, sur FileMaker, on arrive mieux à estimer. Mais pour l'instant, sur la partie planification, c'est pas avec FileMaker qu'on l'utilise. Mais ça nous permet de faire des exports, des statistiques et tout ça, par contre. Oui, parce que du coup, c'est quand même le nerf de la guerre. On retrouve les clients, les devis, ce qui est facturé, un prévisionnel aussi de trésorerie ou pas du tout? Pas encore. Alors non, on l'utilise pas pour ça, mais justement, en fait, on l'alimente au fur et à mesure, FileMaker, parce qu'on essaie de voir sur du long terme pour savoir ce qu'on pourrait en faire et pas avoir tout à alimenter d'un coup dans un an si voilà, on a un nouveau besoin, quoi. Ouais, un nouveau besoin, l'idée de pouvoir faire un nouveau module. Tu n'es pas développeuse, FileMaker, tu es une utilisatrice et qu'est-ce que tu trouves, je dirais, sympa? Qu'est-ce que tu apprécies dans cet outil? Les points forts de FileMaker, Ouais. déjà, c'est, je dirais, comme on en parlait tout à l'heure, le fait que tout soit centralisé sur une seule base de données. On a vraiment, nous, un seul outil qui regroupe voilà, tous nos données clientèle, tous nos devis, nos documents. Parce ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, ça interagit avec d'autres applications. Nous, on envoie nos devis par mail. On travaille avec Excel en direct avec FileMaker aussi, dans le cadre d'export. Après, bon, comme je disais tout à l'heure, c'est entièrement personnalisable. Ça, c'est un gros plus, vraiment. Ouais. Ça, c'est, je dirais, le gros point fort. Voilà, soit relié à d'autres applications ouais, voilà, tout ce qu'on a dit, un seul outil, toute la base. Et justement, tu parlais des points forts sur la personnalisation. Qu'est-ce que vous avez développé dans cet outil qui est vraiment propre à votre organisation? Alors, il y a eu beaucoup de choses parce que ma mère est partie de très loin initialement Ouais. sur FileMaker. Elle a demandé vraiment la base. On a créé de nombreux boutons, mais là, ce qu'on est en train de faire avec Dimitri, c'est on est obligé de répondre à des obligations légales, comme je disais, depuis le 1er janvier et le 1er avril. Oui. Donc, nous, on a fait intégrer une mention obligatoire à mettre sur nos devis, qu'on est obligé de faire signer aux clients, alors qu'avant, c'était une attestation. Oui. On a fait intégrer ça. On est en train de faire intégrer un bouton qui génère automatiquement une attestation. Nous, par exemple, une attestation de fin de chantier, de réception des travaux. Donc, elle se complète automatiquement avec les données du client. L'adresse du chantier, ce qu'il y avait, etc. Voilà. On a fait pas mal. On a intégré des sous-totaux parce qu'on a des demandes qui reviennent régulièrement de la part de nos clients. Par exemple, quand on refait des bâtiments où il y a plusieurs appartements, on a des clients qui nous demandent des sous-totaux par logement. Et on ne fait pas un devis par logement. Donc ça, c'est pas mal aussi. Voilà, on a fait intégrer plein de choses à la demande du client et en même temps, nous aussi, pour nous faciliter la vie en interne. C'est clair. Alors, comme tu le disais, au départ, tout au départ, ta mère connaissait bien FileMaker, mais connaissait pas le développement, et du coup, elle s'est fait accompagner, comme aujourd'hui. Oui. Et donc, du coup, comment ça se passe, justement, cette relation avec des développeurs? C'est quoi un peu ton sentiment là-dessus? Alors, en fait, l'avantage, nous, on a un seul interlocuteur. Ouais. Donc ça, c'est un gros point. Après, alors, c'est un bon point et rassurant à la fois parce qu'on sait que Dimitri, il travaille avec d'autres développeurs derrière.
Donc, ça, c'est pas mal. Et en fait, dès qu'on a une suggestion ou une demande de modification, on contacte Dimitri. En fonction de la complexité, on se fait une visio pour vraiment expliquer. On peut se faire des petits schémas si on a besoin d'un bouton particulier. Et ensuite, c'est Dimitri et ses collègues qui s'occupent derrière et qui sont assez réactifs. Et au fur et à mesure, ils nous disent dès qu'une tâche est terminée, dès qu'il y a des questions. Qui effectivement organise un peu les choses. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau projet là-dessus? Alors, ce qu'on fait là depuis le printemps. Ouais, exactement, tout à fait. Alors, nous, on a mis en place nos conditions générales. Jusqu'à présent, on en avait parlé, on ne l'avait pas encore mis en place. Donc là, Dimitri a annexé nos conditions générales à tous nos devis. Donc, c'est généré automatiquement. On les a rédigés une fois et maintenant, elles s'envoient avec le devis directement. D'accord, ouais. On a fait intégrer donc la mention obligatoire parce qu'il y a des... dans le bâtiment, il y a les clients qui peuvent bénéficier de taux de TVA réduits parfois, en fonction des travaux. Et dans ce cas-là, il faut faire signer une mention spéciale. Donc, en fait, dès qu'on renseigne une TVA à taux réduit, ça détecte qu'il faut rajouter cette mention sur les devis. Donc, on l'a fait intégrer aussi et on a fait rajouter des mentions, je dirais une refonte un peu globale des devis, là, depuis le printemps. Et on a alimenté le logiciel, justement, parce que je disais tout à l'heure, on essaie de voir sur le long terme, de manière à alimenter au fur et à mesure, ce qui permet le jour où on a vraiment le projet de mettre en place un gros tableau de bord ou quoi, qui ait déjà toutes les données à l'intérieur. Qui ait déjà toutes les données, notamment de suivi des chantiers, du temps, par exemple, combien de temps on a mis pour repeindre tel appartement ou telle pièce, etc. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Et aussi au niveau de la facturation, aujourd'hui, on travaille avec FileMaker pour donc facturer nos clients, éditer les devis. Mais en parallèle, on a monté un tableau Excel, un tableau de bord qui nous permet de suivre la facturation. L'idée, c'est vraiment à terme de le générer via FileMaker. Ouais, c'est vraiment cool. Alors du coup, Dimitri, toi, tu as repris un petit peu ce projet. Alors l'avantage, c'est que c'était un développeur connu qui avait une bonne méthode de travail. Donc t'es pas arrivé dans un truc où c'était le boxon partout. On arrive parfois quand on récupère un développement, notamment parce que il y a beaucoup de projets qui ont été développés en interne. Et donc pas forcément avec les bonnes pratiques mais c'est l'avantage de FileMaker, c'est que même si c'est fabriqué avec des morceaux de scotch et tout, ça tourne au quotidien et on a des solutions comme ça qui tournent depuis 10-15 ans et quand on ouvre le capot, on dit ah oui, ça marche très bien. Alors justement, comment tu as récupéré toi le projet et surtout comment tu as géré les nouvelles demandes d'Apolline et de l'entreprise? Alors, tout d'abord, le projet, on a beaucoup de chance, c'est que la base est propre. Le graphe de lien, c'est pas une araignée. Comme j'ai montré tout à l'heure. Ouais, non, on a quelque chose qui a quand même été développé avec rigueur depuis le départ. Donc, c'est super cool d'intervenir sur ce genre de système parce que c'est pas... En fait, il y a beaucoup de friction, beaucoup de perte de temps quand tu es sur un système où juste tu comprends pas les scripts, il faut déchiffrer déjà. Donc, on n'a pas ce problème et ça, c'est génial. Ensuite, pour les demandes, donc, comme le disait Apolline, je suis l'interlocuteur principal en ce qui concerne tout ce qui est technique. Donc, j'ai un rôle de recueil du besoin. Là, on a eu beaucoup de demandes. Je crois que ça a fait l'effet de 18 user stories. Bon, ce qui est cool déjà, c'est que c'était bien documenté. Et on a fait un long meeting pour expliquer chaque story, une par une. Donc, voilà. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une story pour ceux qui sont un peu moins experts là-dessus? Alors, la story, c'est concrètement le besoin de l'utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire à la fin? Exactement. Voilà, c'est le résultat. C'est ça. Donc, voilà, nous, c'est un peu la pierre angulaire de l'analyse. C'est-à-dire qu'un besoin va donner lieu à une story qui peut ensuite être divisée en différentes tâches. Ensuite, pour ce qui est de la visibilité de ces tâches-là, on fonctionne en Kanban. Donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est un tableau
on a nos tâches à faire en cours, compléter, on a plusieurs états des tâches et on les fait avancer. C'est assez visuel et ça permet aussi aux clients d'avoir une idée précise de ce qui avance. D'avoir un suivi des développements. Et ça te rassure, Apolline? Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir un interlocuteur, c'est très bien parce qu'on explique nos besoins à une personne, on n'a pas besoin de se répéter et c'est fluide. Mais par contre, le fait de savoir en direct, voilà, on sait que toutes nos tâches sont listées, on a un œil dessus, on peut leur envoyer un commentaire si y a une petite annotation à faire ou un petit besoin ou une question. Et oui, c'est rassurant, oui. Vous utilisez un outil en particulier chez Direct Impact? Ouais, on est sur Azure DevOps. D'accord, ok. Et du coup, qui est une solution Microsoft, non? Azure, non? Ça, ouais. Qui est une solution Microsoft. Je ne sais plus exactement en quoi elle se distingue et pourquoi on est parti sur Azure DevOps, vu qu'avant on travaillait sur Jira. Jira, avec lequel j'étais un petit peu plus familier de par. Moi, je l'avais utilisé dans mon parcours scolaire pour certains projets. Mais ça fonctionne globalement pareil. Dans tous les cas, tous ces systèmes de board, c'est le même principe. Tout à fait. Et de pouvoir lister toutes les tâches, les backlogs, comme on les appelle techniquement, et de pouvoir avoir une idée de l'avancement. Pour ça, est-ce que vous avez utilisé une méthode de développement qu'on appelle agile, ou on est plutôt sur du développement traditionnel là-dessus? Non, on est sur de l'agile. Bon, l'agile, je dirais qu'il est toujours un petit peu personnalisé en fonction des cas et des usages. Mais on fait un certain nombre de cérémonies agiles, donc qui vont être des réunions générales dans l'équipe de développement. On va faire des réunions les lundis pour ajuster un petit peu les questions que chacun peut avoir. Parce qu'on a un autre niveau de complexité dans l'équipe, c'est que les développeurs avec qui je collabore sont italiens. D'accord. Donc, on passe quand même par parfois 2 couches de traduction, c'est-à-dire français-anglais, anglais-italien, ou alors on va sur l'anglais. Mais ça peut donner lieu à quelques mécompréhensions parfois. Et d'ailleurs, du coup, je n'ai pas posé la question, mais du coup, le nom des tables, des champs, ils étaient en anglais ou en français? En français. En français. Ça peut être compliqué aussi pour les équipes italiennes d'arriver sur un système où la compréhension est plus difficile parce qu'ils ne comprennent pas les mots de quelle rubrique veut dire quoi. Alors, même s'il y a quand même une cousinade entre le français et l'italien et des ponts qui sont assez faciles, et donc ça, c'est toujours intéressant parce que quand on regarde un petit peu la littérature des bonnes pratiques, il y a beaucoup de gens qui vous disent « Oh non, mais il faut que tout soit en anglais ». Et personnellement, moi, je milite dans les projets qu'on développe pour que si on est avec une entreprise française et des développeurs français, ou même des développeurs étrangers, de rester avec une nomenclature en français, simplement pour que le client, quand il va faire un export brut, il puisse dire « Ah bah oui, prénom, ça veut bien dire prénom ». Non? Comment toi tu vois les choses, Apolline? Oui, complètement. Alors, d'autant plus, nous, au sein de l'entreprise, l'anglais, c'est pas forcément notre fort. C'est vrai que Dimitri, il est au courant sur ça. Et donc, non, il n'y a aucun. Et c'est pour ça que je disais un interlocuteur direct, parce qu'on sait qu'il travaille avec du coup des développeurs italiens. Nous, on ne se fait pas de soucis. On sait que Dimitri, il est français, il connaît notre besoin. Oui. Voilà, c'est le plus important. Et c'est ça qui est important, c'est que souvent, cette relation entre le développeur et puis son client, au fur et à mesure des années, on apprend à se connaître, à mieux définir les besoins, on parle mieux le même langage, et puis les spécificités, peut-être que tu as appris des mots techniques. Je me souviens, moi, d'avoir bossé dans le BTP sur un projet avec un mec qui faisait de la location de matériel, et donc notamment de ce qu'on appelle des banches, c'est-à-dire des grands planchers pour faire couler le béton là-dessus. Et donc le mec, il m'a expliqué les 25 000 banches, types de banches qui existaient. Mais une fois qu'on a compris comment les choses fonctionnent, ça permet de savoir ce qui est important pour le client. Et de dire, oui, ça c'est très important parce que ça fait partie de mon process, de ma compréhension sur mes retours, sur mon nettoyage, sur ce que je dois faire.
Et ça, c'est toujours important. Donc, tu disais une méthode agile. Dimitri, vous faites des sprints ou en tout cas des projets que vous présentez à Apolline et puis aux autres membres de l'entreprise. Tous les combien? C'est quoi un peu vos objectifs là-dessus? Alors, pour le coup, comme on n'a pas on va dire un flux de nouvelles demandes qui sont constantes, je dirais qu'on n'a pas divisé le travail sur plusieurs sprints. D'accord, ok. On a estimé déjà le temps que ça nous prendrait. On se l'est divisé, on est 3 développeurs. Donc, d'ailleurs, un gros avantage, c'est que je travaille avec des développeurs seniors et ça, en termes de gestion de projet, c'est fabuleux. Parce que c'est des gens, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Tu n'as pas besoin de passer trop de surdocumenter et surexpliquer. Ils sont opérationnels. Enfin, si je leur donnais rien, c'est eux qui vont me dire qu'on a besoin de ça. D'accord, ouais. Et de dire, est-ce que tu as pensé à ça ou pose la question au client, c'est ça? Exactement, ouais. Bosser avec des seniors, en fait, ils ont toute cette expérience derrière eux qui fait que ça roule tout seul. Ouais. On ressent aussi parce que du coup, tout est réactif, nous, au niveau des tâches demandées aussi. Oui, c'est vrai que ça, c'est un élément qui est important. Et je dirais, le fait d'avoir pris le temps et puis de pouvoir faire un point régulier sur les spécifications, ça représente quel volume à vue de nez du budget global ou du temps global que vous allez accorder là-dessus? Alors, là, j'ai pas de stats. On est au milieu du projet, mais oui, à vol d'oiseau, ouais, à vue de nez comme ça, je dirais 15 à 20% du projet peut être dédié à de l'analyse. Ouais. Ouais. Et ça, souvent, moi, je le dis aussi auprès des équipes et aussi éduquer les clients en disant le fait de bien définir en amont la méthodologie, le processus, c'est surtout que quand on va livrer quelque chose, que ça corresponde parfaitement là-dessus. Et toi, du coup, Apolline, je vois que tu acquiesces. C'est vrai. C'est un gain de temps, en fait. On ne se rend pas compte, effectivement. Nous, je crois que la première visio qu'on avait fait par rapport à ce projet-là, de toute cette refonte, je ne sais pas, ça avait dû durer 2 heures, quelque chose comme ça. La première 2 heures, 2 heures et demie. Mais en fait, au final, on n'a pas besoin d'y revenir dessus. On a tout vu ensemble, on a repassé toutes les tâches, on est rentré en détail dans chacune d'elles. Alors, effectivement, ça prend du temps la première fois. Mais par contre, on n'y revient pas dessus. Et une fois que c'est fait, il n'y a pas à y retoucher. Parce que chacun a creusé le besoin, les questions. Dans ce sens-là, non, c'est un gain de temps au final. C'est ça. Ça nous permet déjà de réduire l'incertitude sur la livraison et de s'assurer de la qualité du produit final à la fin, que ça corresponde. Donc, je dirais qu'on peut même élargir ça à la vie en général. Il faut mettre les efforts au début pour se rendre le reste plus facile. Oui, ça marche. c'est vrai. Ok. Et donc, du coup, j'allais poser la question, est-ce qu'il y a une deadline sur ce développement? Du coup, pas vraiment, puisque c'est plutôt une amélioration en continu. Alors, il y a des points qu'on a vus avec Dimitri où idéalement, parce qu'on les a listés par ordre de priorité, donc idéalement, on doit se voir avant la fin du mois pour refaire un point. Mais après, comme on disait à Dimitri, s'il y a des choses qui sont pas, nous, impératives à être prêtes là, de suite au mois de juillet, ça peut glisser un petit peu, vu que c'est de l'amélioration. Mais il y a des points, oui, d'ici la fin du mois. Ok. Et du coup, toi, dans ton architecture de développement, Dimitri, tu as mis en place un serveur de développement où tu travailles directement en production? Alors, chose qu'il ne faut pas faire normalement. Il ne faut pas, non. Mais ça va quand même dépendre des tâches. Oui. C'est-à-dire que là, on a eu du petit débugage sur les devis hier et un petit peu aujourd'hui qui, là, du coup, c'est urgent. Il faut que ça parte, il faut que ce soit envoyé. Donc, on attaque direct sur la production. On n'a pas le temps de passer sur la dev, s'assurer, puis de déployer. Néanmoins, ça reste, il y a quand même une sacrée quantité de boulot et des choses assez conséquentes. Par exemple, on a l'ajout d'un nouveau module. Donc,
pour ça, ouais, on est quand même passé sur. On a mis en place un serveur de dev qui est basiquement une copie du serveur de production. À un instant T. Donc, on a récupéré l'ensemble des développements à un instant T, la data et le développement. Vous le récupérez, vous l'installez sur votre propre serveur. Et du coup, quelle est la méthodologie que vous avez mis en place pour faire la migration? Vous avez utilisé les outils de Clarisse, notamment Data Migration Tool, ou vous avez utilisé d'autres approches? C'est ce qu'on va sûrement utiliser ensuite pour tout déployer sur la prod, le Data Migration Tool. Maintenant, pour mettre en place la dev, on a juste récupéré, pris un backup sur le serveur. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse force des outils FileMaker, c'est que tout est packagé dans un seul fichier ou plusieurs, mais on a une solution qui est opérationnelle, qu'on peut déployer très facilement sur un serveur, ce qui n'est pas le cas des outils de code traditionnels, et de pouvoir utiliser du versionning, là aussi, tous les outils no-code ne permettent pas d'offrir ces opportunités là-dessus. Ok. On voit que on est à peu près, il est 14h, on est un peu dépassé parce qu'on est un petit peu bavard. On va un peu parler un peu le mot de la fin sur cette collaboration entre Alain Bellet et puis Direct Impact. Toi, comment tu perçois cette nouvelle collaboration avec Direct Impact, Apolline? Le fait de travailler avec Dimitri, c'est ça. Avec Dimitri, c'est récent pour le coup, et ça a été récent, et en même temps, ça a été le moment où on a eu beaucoup de demandes. Donc, sans le vouloir, en fait, c'est un bon test pour nous parce que ça nous a mis en confiance. Parce qu'on voit que Dimitri, il est réactif avec ses collègues, toutes les demandes qu'on a faites. Et je vous promets qu'il y en a beaucoup. Il y a vraiment une longue liste. Non, nous, on est très contentes. Et je parle au pluriel parce qu'avec ma mère, on travaille vraiment en binôme. Et l'une comme l'autre, quand on a un besoin, on envoie un mail à Dimitri. Il nous répond vraiment rapidement. Comme là, ce dont parlait Dimitri, on a eu un problème au niveau des devis. C'était hier. Hier, dans la journée, on a eu la réponse. Donc, non, on est très contents. Bien. Et toi, du coup, Dimitri, dans ce nouveau rôle un peu de chef de projet, d'homme orchestre, ça change un peu de tes habitudes, pour le coup. Complètement. Moi, déjà, je suis content d'entendre de bons retours. Moi, je me nourris de la satisfaction client. Ça donne du sens au travail. Donc, c'est toujours très bon d'avoir, pas une récompense, j'ai le mot sur le bout de la langue, un retour positif, quoi. Gros. Et c'est super pour moi aussi d'avoir eu cette opportunité de sortir aussi de mon rôle de développeur. Je ne me sens pas technique à 100%. Il y a des gens qui sont là-dedans, qui aiment bouffer du code à longueur de journée. J'aime ça, mais avec certaines limites. Donc, le fait d'avoir aussi un rôle de communicant, un peu de relationnel, d'orchestration des tâches aussi, moi, ça me plaît. Je me sens plus à ma place là-dedans, donc je suis très content d'avoir pu obtenir ces responsabilités-là. Ok, oui, ça c'est vraiment très très cool là-dessus. Alors, si on veut vous suivre pour découvrir un petit peu les activités, donc ce que tu disais, Apolline, c'est que vous êtes situé à Toulouse, oui, c'est ça? En proche périphérie, oui. En proche périphérie, donc essentiellement, vous intervenez dans la région toulousaine. Alors, on travaille en Occitanie principalement, et à 70% en Haute-Garonne, mais ça nous arrive de faire des déplacements en Occitanie et autour, oui. Ouais, non, voilà, donc c'est important. Et du coup, pour pouvoir vous retrouver, un site web, des réseaux sociaux. Le site internet SARL Alain Baillet, on est sur Instagram et peut-être prochainement sur LinkedIn, on verra. Ouais, pourquoi pas. Et en ce qui concerne Direct Impact? Alors, Direct Impact, pour nous suivre, on a un site web où on publie des articles de blog, différentes choses. Et ensuite, donc vous avez une activité régulière, notamment sur l'actualité à la fois la partie développement traditionnel,
et puis l'actualité un peu FileMaker qu'on peut retrouver Et c'est ça, ouais, les différentes actualités de l'entreprise. Il se passe quand même beaucoup de choses, donc plus de choses du côté du Québec, oui. là où est la maison mère. Mais ouais, il y a pas mal d'articles aussi où on met en valeur le travail des employés de la boîte. Il y a des gens vraiment très très forts. Ouais, c'est super. Sur le site web. Ok. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir participé à l'émission. On se retrouve dans un mois pour la dernière émission de l'année. Ça sera le mercredi 9 juillet prochain. Et puis, on espère revenir en septembre, si vous êtes d'accord là-dessus. En tout cas, merci de votre participation. Et puis, j'ai plus qu'à lancer le petit générique de fin. Et puis, vous pouvez voir l'émission en replay déjà sur le Twitch pendant quelques jours. Et ensuite, le replay sur la chaîne No Code France dans la rubrique, dans la playlist Captain No Code. Voilà. Sur ce, merci à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.